Nous allons parler d'abord de la CEDEAO, le président Muhammadu Buhari qui appelle ses pairs à ne pas toucher à leur constitution. On ira ensuite en Libye évoquer ce compromis consenti par les deux camps lors des pourparlers du Maroc. Et puis les États-Unis pour parler de la démission d'un chef de la police après la mort d'un Américain noir durant son arrestation. Tout ça avec maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir maître. Bonsoir Samuel, oui. Premier sujet, la CEDEAO. Le président nigérian Muhammadu Buhari a demandé à ses homologues de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de résister à la tentation de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. En tant que membres de la CEDEAO, nous devons respecter les règles constitutionnelles de nos pays respectifs, en particulier en termes de limitation du nombre de mandats présidentiels, a-t-il déclaré lors du sommet tenu par l'organisation lundi à Niamey. Maître Sosa, ça montre qu'au sein de la CEDEAO, on commence par avoir une certaine gêne par rapport à cette tendance qui s'installe aujourd'hui de modifier les constitutions pour dire qu'on est passé à une nouvelle république et on peut remettre les compteurs à zéro. Oui, effectivement. Vous voyez, la voix qui porte cette exhortation est tout à fait autorisée et légitime. Il s'agit du président Buhari, qui est le président du Nigeria, un pays où, en fait, la règle n'a jamais été transgressée depuis qu'elle a été installée. Au Nigeria, tout le monde, tout homme politique sait que quand on brigue la magistrature suprême, c'est pour un délai maximum de 2 mandats de 4 ans. Point final. Et au Ghana, à côté, c'est exactement pareil. Alors, il n'y a pas de hasard. Les 2 pays sont des pays anglophones. Le 3e pays anglophone dans la sous-région, le Libéria. Bon, enfin, non, le Libéria a toujours respecté aussi. Depuis que les règles ont changé, ils sont passés par des crises graves et ils l'ont toujours respecté depuis lors. La Sierra Leone, avec quelques à-coups, est aussi rentrée dans les rangs. Le seul cancre de la bande des anglophones et la Gambie. Mais on est en train de voir s'installer aussi, mais bon, ça prend du temps, mais on espère que ça va prendre un ancrage durable, est aussi en train de démontrer que la chose n'est pas si difficile que ça et qu'on peut finalement respecter une constitution sans avoir la tentation de la modifier à son avantage, parce qu'on a pris goût au pouvoir. Ben oui, c'est bien là le problème. Vous vous rendez compte, dans cette sous-région, il n'y a pas de crise. Bon, si vous prenez la crise malienne, qui a eu un débordement vers le Burkina Faso et le Niger, nous n'avons pas d'autre crise que les crises constitutionnelles, en fin de compte. Vous voyez, c'est toujours les élections, c'est toujours à l'occasion de tentatives de tripatouillage des constitutions que nous avons des problèmes, mais sorti de là, nous n'avons pas de problème de fond. Alors, quand on va enfin arrêter de faire ce petit jeu malsain, on va pouvoir parler de développement réel et on va pouvoir s'organiser pour mettre en place les mécaniques qui vont permettre à la sous-région de devenir une zone de prospérité économique, sociale et aussi politique, parce que la prospérité politique, c'est quoi? Elle a des bénéfices immédiats. C'est la sécurité des gens. Vous voyez, on dit tout le temps, mais on n'a pas l'air d'en prendre conscience. Mais une petite crise au Libéria qui va générer des réfugiés, vous savez, à Lomé, on va les avoir sur le bras. S'il y a 2 millions de Libériens qui se retrouvent privés de liberté, menacés dans leur sécurité et qui ont besoin de pouvoir trouver un refuge, ils viendront en Côte d'Ivoire qui ne pourra pas les contenir, puis on déborder vers le Ghana qui ne pourra pas les contenir, on les retrouvera à Lomé. Donc, quelque part, une fois qu'on aura résolu ces problèmes-là et qu'on n'aura plus d'hommes politiques susceptibles de sécréter ce cycle malsain de mauvaise gouvernance, parce que c'est de la mauvaise gouvernance, tout simplement. Appelons-le par tous les mots possibles. Au final, c'est de la mauvaise gouvernance quand même. Parce que quand quelqu'un dit « Ah, ben j'ai pas eu le temps de faire ce pourquoi je pensais être utilement élu, alors donnez-moi un rab qui, au prix d'une violation de la Constitution », c'est de la mauvaise gouvernance.
Mais il y a le problème, c'est que, et peut-être je voudrais relever cette nuance dans les propos de Mouamadou Bouhari, c'est qu'il dit qu'il faut résister à la tentation de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Oui. Ce n'est pas qu'il condamne la modification de la Constitution, c'est peut-être la finalité que certains en font, la lecture que certains en font, in fine, qu'ils condamnent. Mais mettons-nous bien d'accord, la modification d'une constitution en soi n'est pas une anomalie. C'est normal. Bon, enfin, vous savez, même dans nos maisons, il arrive parfois qu'on change les règles de discipline domestique en direction des enfants, du personnel ou des gens qui nous fréquentent. Bon, ce n'est pas grave de changer une constitution. C'est la finalité de la modification de la constitution. Et quand la finalité n'est pas saine, n'est pas vertueuse, n'est pas légitime, et qu'elle est potentiellement vulnérante pour la paix et la sécurité, oui, on doit la condamner. Il n'y a aucune équivoque possible dessus. Mais le problème aussi, et ça c'est un débat de juristes qui a pignon sur rue dans les pays où ces modifications se font, c'est rétroactivité qu'on dit finalement. Pardon. Arrêtons de donner un vêtement juridique à la chose. Non, je dis souvent, arrêtons. Le droit, en fait, vous savez, c'est comme une pâte à modeler. Vous en faites ce que vous voulez. Vous savez, allez, un vieil adage latin qui dit quo principi placuit legit habet vigorem, ce qui plaît au prince à force de loi. Donc le droit en fait n'est qu'un alibi circonstanciel. On peut tout le temps au nom du droit du moment faire ce qu'on veut avec la vie des gens, avec la vie des institutions. Donc quand on me dit que c'est juridique, je dis non, là pardon, on est toujours en train de ratiociner pour donner à une chose qui est moralement et philosophiquement indéfendable les armures du droit pour lui donner finalement une légitimité qui est impropre. Parce que, oui, tout le monde sait, vous savez, vous rassemblez 100 personnes à l'Assemblée nationale et vous leur dites, écoutez, vous êtes les miens, je vous donne le droit, au nom de ma légitimité à moi, de changer les lois pour me conforter, mais vous avez toutes les lois que vous voulez. Donc, en fait, vous avez la légitimité par la source de loi qui est le Parlement, le pouvoir législatif, d'accord ? Mais en réalité, vous pouvez tout à fait créer une légitimité contre la volonté populaire. Donc, arrêtons de dire que c'est juridiquement fondé, alors c'est légitime. Non, le droit peut tout à fait être pris à témoin pour faire des choses qui ne sont absolument pas légitime et vertueuse. Je dis toujours, ce qui est légal n'est pas nécessairement vertueux. Mais même si ce que veut le prince à force de loi, maître, la loi est dure, elle reste la loi et la loi a des principes qui s'appliquent dans le temps et dans l'espace. Mon cher ami, comment fait-on les lois ? C'est bien ça la question. On dit la loi est dure. Mais attendez, mais si je veux demain que tous les gauchers soient expulsés de la fonction publique, la loi peut me le donner. Alors, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais c'est celle que j'ai voulu. Et c'est celle que je me suis donné les moyens d'avoir. C'est dans les moyens d'obtenir. Vous voyez, on parle de pouvoir de légiférance. Vous voyez, c'est ça. Comment je fais pour créer l'ingénierie susceptible de me permettre de légiférer en ma faveur, qui fait que je fais des lois qui sont... Mais comment dire ? Allez... on disait, il faut que les lois conviennent. La loi, on peut en faire ce qu'on veut. Mais il faut que les lois conviennent. Conviennent à qui ? À ceux qui vont les subir et à ceux à qui elles vont profiter. C'est ça. Il faut qu'elles soient convenables entre les deux. Parce que quoi que vous fassiez, une loi, elle est subie ou elle profite à quelqu'un. Quand on dit la loi est dure, mais c'est la loi, mais c'est d'un cynisme complètement malsain que de s'en tenir à ça. Vous voyez, ça, c'est des adages qui sont commodes pour évacuer des choses dont on n'a pas envie de débattre. La loi est dure, mais c'est la loi. Bah oui, on a la condamnation à mort, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais il a fallu se battre pour aussi rendre les lois plus douces pour qu'on ne condamne plus à mort.
Donc, vous voyez qu'on peut faire ce qu'on veut avec les lois. C'est un juriste qui vous le dit. Pour le moment, ce qu'a dit le président nigérian, c'est une sorte d'exhortation vis-à-vis de ses pairs. Oui, mais c'est une exhortation qui sonne comme quand même une mise en garde. Parce que il n'est pas normal que nous nous réunissions tout le temps pour parler toujours de vos déviances à vous. Parce que nous avons résolu le problème. Nous savons respecter les principes. Et nos constitutions, nous les avons complètement sacralisées. Il vous appartient à vous aussi de nous imiter dans ce que nous faisons de bien. Oui. Alors, si on fait cause commune dans une communauté, il faut qu'on se ressemble sur quelque chose. Pourquoi il doit y avoir... Je sais bien, il est bon, la diversité est facteur de bienfaits aussi. Hein. L'uniformité à toute force n'est pas nécessairement la meilleure des choses, tout le temps. Mais quand même, ressemblez-nous un tout petit peu dans ce que nous faisons de bien. C'est une bonne façon de le dire. Très poliment, entre frères, on peut se dire certaines vérités. Mes frères, vous commencez vraiment à nous taper sur le système, parce qu'à chaque fois, c'est toujours à cause de vous qu'on se fait tenser en faisant des réunions pour parler toujours de problèmes que vous créez. Vous, c'est vous qui les créez. C'est pas les peuples, c'est vous qui les créez. Alors parlons-en. J'imagine ce discours de Mamadou Bouhari, la fait grincer des dents. Oui, quand dû en avoir Alassane Ouattara, Alpha Condé, ils ont peut-être dû dire de quoi je me mêle. De quoi je me mêle, pardon, quand même. Quand ça chauffe, on vient nous chercher. Quand ça brûle, on joue les pompiers. Alors arrêtez de jouer les pyromanes. On a le droit de dire ça quand même. Sinon, ne nous appelez pas. Restez dans vos coins, dans vos mauvaises manières, et bon, on vous laissera tranquille. Mais si vous venez nous appeler pour régler des problèmes, permettez que nous puissions en discuter les causes. Parce qu'on parle du problème, mais on ne veut pas discuter de la cause. La cause, c'est quoi? C'est votre appétit insatiable du pouvoir et votre tentation permanente de faire une élongation quand il ne faut pas. C'est tout. On a le droit de le dire. Un ami, ça doit être comme un miroir et une ombre. Le miroir ne vous ment pas et l'ombre ne vous quitte jamais. Alors, oui, je suis d'accord. Et de la même façon que je peux supporter qu'on fasse un reproche équivalent à Bouhari. Nous sommes dans une communauté, il a décidé unilatéralement de fermer ses frontières. Qui a osé le convoquer pour lui dire son fait? Ils auraient pu le faire aussi, et ils auront raison, mais ils ne le font pas. On aurait pu lui dire, mais attends, grand frère, toi, quand tu as décidé de fermer tes frontières, qu'est-ce qu'on t'a dit? Là, on aurait eu un débat entre frères. Linge sale, se lavant en famille, on se dit les 4 vérités, les yeux dans les yeux. C'est ça aussi une communauté politique, économique et juridique. Deuxième sujet, nous parlons de la Libye. On va parler de ce compromis consenti par les deux camps dans le pourparler du Maroc. Les pourparlers réunissant au Maroc les parlementaires des deux camps rivaux libyens, le gouvernement d'union nationale de l'Ouest et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar à l'Est, ont débouché sur d'importants compromis. C'est ce qu'a rapporté l'agence marocaine MAP à l'initiative du Maroc. Le dialogue libyen réunit depuis jeudi les 2 délégations de 5 députés issus de chacun des parlementaires. Les 2 parties espèrent obtenir des résultats positifs et concrets susceptibles d'ouvrir la voie à l'achèvement du processus d'un règlement politique. Maître Sosa, est-ce que vous vous permettez encore aujourd'hui de croire dans ces genres de pourparlers interlibyens qui pourraient aboutir à une accalmie dans le pays? Cher ami, à défaut de pourparler, qu'est-ce qu'on aura? Le cri des armes. Donc, oui, toutes les fois que les 2 parties litigantes, belligérantes, acceptent un cessez-le-feu pour pouvoir se parler, on ne peut que les encourager. Et quel que soit le médiateur, on l'encourage vivement et on lui souhaite la réussite, parce que cette crise libyenne, elle a des conséquences considérables sur, disons, toute la zone, et avec à chaque fois, vous voyez, des rémugles qui arrivent chez nous. Parce qu'il ne faut pas penser que nous sommes loin de la Libye, alors nous ne sommes pas touchés. Donc ce qui se passe en Libye a nécessairement des implications, des impédances, comme on dit, chez nous, parce que le bruit des armes là-bas a des résonances sur nos côtes du golfe de Guinée. On n'a pas l'air de s'en rendre compte, parce que ça fausse le jeu.
le jeu économique, ça fausse le jeu des équilibres stratégiques qu'il faut avoir en termes de sécurité de la zone, parce que, vous savez, nos frontières sont malheureusement très poreuses. Et ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui, il ne faut pas penser que c'est uniquement un problème burkinabé et se dire, Dieu merci, c'est pas chez nous. Non, ça nous concerne, parce que notre économie en dépend. Vous savez, je connais des gens qui sont producteurs de beurre de karité et qu'ils exportent vers le Burkina Faso, qui depuis que certaines zones du Burkina Faso sont devenues rouges, c'est-à-dire impénétrables, ont des problèmes à écouler leurs marchandises vers les débouchés nord de notre pays. Vers le sud, il n'y a pas beaucoup de débouchés pour le beurre de karité. Voyez-vous, on est tellement imbriqués les uns dans les autres que ce qui arrive à mon voisin me concerne, parce qu'à un moment donné, oui, quand il y a le feu chez lui, j'ai la fumée chez moi. Et si je ne fais pas attention, je vais vraiment faire face à la chaleur brûlante du feu. Et il faut faire quelque chose. Le problème de la Libye, c'est qu'il y a tellement de parlements, qu'il y a tellement de discussions que on se permet d'être dubitatif. Oui, mais attention, quand je dis ça, je ne suis pas d'un optimisme béat non plus, parce qu'on se parle. Non, on a eu plusieurs dialogues interlibyens qui ont complètement échoué. Et tout le monde, je pense, souhaite la fin de la crise libyenne, pour qu'on passe à autre chose et que ce pays retrouve la paix, tout simplement, pour que cette paix rejaillisse un tout petit peu sur nous aussi. Parce que, vous voyez, pour moi, c'est l'Afrique globale, quoi. C'est pas l'Afrique saucissonnée en région, CEDEAO, Maghreb, Afrique australe. Non, c'est l'Afrique globale. Et il faudrait que nous arrivions à réaliser véritablement cette unité. Et cette unité doit passer par plusieurs redimensionnements. Politique d'abord, c'est vrai, juridique aussi, mais dans le juridique ne sera que une façon de permettre l'interpénétrabilité économique pour qu'on ait vraiment des structures qui fonctionnent, parce que l'Afrique des peuples ne demande qu'une chose. Vous savez, après tout, quand vous regardez bien nos structures sociologiques, nous sommes les mêmes partout où nous sommes, quand vous regardez bien. Alors voilà, il faut qu'on réalise cette Afrique-là. C'est ça le rêve. Et on a le droit d'oser ce rêve-là. Donc oui, je suis partisan de quelques efforts supplémentaires pour arriver à créer les conditions pour que nos belligérants libyens se parlent, nos frères libyens se parlent, et qu'on fasse taire les armes un tout petit peu. Mais vous savez que le conflit libyen, c'est vrai, même si ce sont des Libyens qui s'affrontent, c'est aussi des puissances interposées qui s'affrontent en Libye, et cela ne rit-il pas de ces pourparlers? Mon cher ami, je suis tout à fait d'accord avec vous et je partage complètement votre analyse quant à cela. Mais je dirais, est-ce que nous allons toujours dépendre de la volonté des autres? Les Libyens sont des Africains, ils ne sont pas sur un autre continent. Donc, si nous aidons les Libyens à s'entendre entre eux, et que nous aidons les Libyens à avoir un agenda libyen, à un moment donné, nous pourrons en tirer des bénéfices. Souvenez-vous, quand Kadhafi était au pouvoir, c'était le seul chef d'État africain qui réalisait dans les autres pays d'Afrique des infrastructures. Vous vous rendez compte? Aucun autre pays africain n'a le palmarès de Kadhafi. Alors, j'aimerais qu'on ait des souverains qui ressemblent à Kadhafi. Il n'avait pas que des défauts, Kadhafi. Il avait quelques qualités, nombreuses, à mon avis beaucoup plus nombreuses que les défauts qu'on lui reproche, mais ne serait-ce que pour cela, la Libye mérite d'être défendue. Elle mérite des conférences supplémentaires de l'UA. Elle mérite des conférences de chefs d'État dédiées à la cause libyenne, avec des solutions concrètes, africaines, imaginatives et plus créatrices.
Et quand vous regardez, en tout cas, ce que rapporte l'agence MAP du Maroc sur l'issue des discussions, on parle de compromis importants sur l'établissement des normes claires pour éradiquer la corruption et la dilapidation des fonds publics, mettre fin à l'état de division institutionnelle. Ça paraît maigre au regard de ce qu'on voit, de ce qu'on entend sur le terrain libyen. Ça paraît abstrait et fictif. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, la plupart des Libyens, vous voyez, ils se moquent bien de savoir qui est corrompu. Pour beaucoup de Libyens aujourd'hui, c'est où je vais dormir aujourd'hui avec mes enfants sans être bombardé et comment va se passer demain, avec quoi je vais aller au marché et dans quel marché je vais pouvoir acheter mes tomates et quelques grains de blé. C'est ça le quotidien de beaucoup de Libyens. Donc bon, oui, c'est vrai, parler de éradiquer la corruption, etc., bon, ça devient un peu des vœux pieux, je suis d'accord avec vous. Il s'agit d'abord de faire la paix. Vous savez quoi? Sincèrement, Houphouët-Boigny disait que l'ingrédient numéro 1 du développement, c'est la sécurité. Quand vous avez la sécurité, vous pouvez tranquillement vaquer à des occupations qui vous permettent de pouvoir vivre et vous développer. Quand vous n'avez pas la sécurité, vous êtes extrêmement vulnérable et vous perdez le bénéfice de tout ça. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas la sécurité, la santé devient un problème, manger tous les jours devient un problème, avoir de l'eau devient un problème, tout devient un problème. Donc, l'enjeu sécuritaire est primordial dans nos pays. Et chaque fois que nous avons un pays voisin qui a des problématiques sécuritaires préoccupantes, nous devons plutôt aller à son secours. Entre Africains d'abord, avant de savoir si on a des moyens opérationnels défaillants qui nécessitent qu'on aille chercher ailleurs. Mais d'abord, cherchons-les chez nous. Dernier sujet, les États-Unis. Le chef de la police de Rochester dans l'État de New York a annoncé mardi qu'il quittait son poste quelques jours après que plusieurs de ses hommes ont été accusés d'avoir provoqué la mort par étouffement d'un homme noir non armé lors d'une interpellation au moment de l'arrestation, qui remonte à mars dernier, mais dont une vidéo a été publiée la semaine dernière. Un policier appuie des deux mains sur une cagoule placée sur la tête de Daniel Proud, qui finit par perdre connaissance. Et l'homme qui était en proie déjà à des épisodes psychotiques au moment de son interpellation est décédé une semaine plus tard à l'hôpital. Geste louable du patron de la police de Rochester. En tout cas, très honorable et noble. Louable, je ne suis pas qualifié pour apprécier cela, parce que, bon, vous savez, c'est le cri d'un homme seul. On aurait aimé trouver autour de lui aussi des décisions institutionnelles qui accompagnent son geste très noble. Parce que, bon, après tout, s'il se maintenait dans la fonction, qu'est-ce que ça gênerait? Il n'est pas personnellement mis en cause dans cette affaire-là. Vous voyez, ça fait plusieurs semaines que nous nous rencontrons, vous et moi, et que malheureusement, les problèmes du racisme américain, de la violence policière aux États-Unis s'imposent dans nos débats parce que c'est ce qui fait l'actualité. Et le problème de la mort de Daniel Proud est antérieur à celui de George Floyd. Mais vous voyez que quand on parle d'un racisme structurel, là, on en a encore une illustration. Vous voyez, bon, mais ce sont des policiers sur le terrain qui ont failli. Et le patron démissionne. Louable ou pas, il ne m'appartient pas d'en juger. Parce que moi, personnellement, je n'irai pas demander sa démission à lui. J'irai demander plutôt des réglementations de meilleure qualité pour que ce genre de comportement soit éradiqué dans les modes d'interpellation. Là, on est dans une autre dimension, vous voyez. C'est-à-dire que le respect des droits de l'homme, c'est quoi? C'est d'abord, on a parlé tout à l'heure de sécurité, n'est-ce pas? Asseoir la sécurité, c'est permettre aux forces de sécurité d'utiliser uniquement la force idoine. Quand on parle de force idoine, ça veut dire qu'elle ne doit pas excéder le strict nécessaire pour s'assurer que, à un moment donné, quand on est sur le terrain, les choses ne débordent pas. Mais quand on abuse de cette force et que ça débouche sur des épisodes meurtriers, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise?
il ne faut pas qu'à chaque fois on demande la démission du chef de la police. C'est pour ça que je dis, c'est un drame personnel vécu par un homme qui a pris une décision tout à fait personnelle, bon, que je trouve noble, parce que bon, il lance un signal et il veut donner un signe à ceux qui sont au-dessus de lui. Est-ce que vous avez entendu le ministre de l'Intérieur de l'État donner sa démission? Est-ce que au niveau fédéral, quelqu'un chargé de la sécurité intérieure a donné sa démission? Non plus. C'est pour ça que je dis, peut-être que son geste est totalement inutile. Louable, non mais inutile, parce que, si vous voulez, c'est comme un cri dans un désert. C'est ça qui est malheureux. C'est pour ça que je le plains un tout petit peu, parce qu'il prend sur lui quelque chose qui est beaucoup trop lourd pour lui. Il n'a pas à endosser ça à titre personnel. S'il y avait un système de régulation beaucoup plus exigeant, pas sévère nécessairement, plus exigeant, dans la qualité du maintien de l'ordre, on n'en serait pas là à en parler toutes les semaines, voyez. Maître Sosa, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, la pause. Et puis, juste derrière, regard croisé.